Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. Laxisme, manque de contrôle, l'enquête de la Cour des comptes sur le recours à la CMU, la couverture maladie universelle, est assez accablante. La CMU, tout d'abord, c'est un dispositif permettant à toute personne résidente en France de manière régulière et qui ne peut pas bénéficier d'un autre régime obligatoire de couverture maladie de bénéficier de la sécurité sociale. Ce dispositif, sous condition de ressources bien évidemment, concerne 5 200 000 personnes en France. Seulement, voilà, les sages de la rue Cambon déplorent qu'en 15 ans d'existence de cette CMU, il n'y a jamais eu de véritable contrôle. Ils appellent donc de leur vœu à mettre en place d'urgence un système de lutte contre la fraude. Dans ce contexte, la commission des finances du Sénat auditionne tous les acteurs du dossier. Antoine Durlement, président de la 6e chambre de la Cour des comptes, mais aussi le directeur des fonds CMU, le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et le directeur de la sécurité sociale au ministère du Travail. Objectif de cette audition, se mettre d'accord sur les suites à donner à cet épineux dossier. Tout de suite, direction votre audition. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue dans la salle Clémenceau pour cette réunion à laquelle nous avons convié les membres de la Commission des affaires sociales, venus nombreux et je m'en réjouis. Je veux saluer en particulier la présence de son président Alain Milon et de son rapporteur général Jean-Marie Van Lerenberg. Cette réunion est également ouverte à la presse mais vous le savez, elle est retransmise en direct sur Public Sénat. Je vous rappelle qu'en novembre 2013, en application du paragraphe 2 de l'article 58 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la Commission des finances a confié à la Cour des comptes le soin de réaliser une enquête sur le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie, que nous connaissons plus sous le cible fonds CMU. Ce fonds a pour principale mission de financer d'une part la couverture maladie universelle complémentaire CMUC et d'autre part l'aide au paiement d'une assurance complémentaire santé ACS. Ces deux aides sont gérées par l'assurance maladie. Ce travail avait été proposé par Jean-Pierre Caffé, qui était à l'époque rapporteur spécial de la mission santé. Il a été réalisé dans un contexte d'élargissement des conditions d'accès à la CMUC et à l'ACS et de modifications importantes des modalités de financement du fonds CMU. Aujourd'hui, c'est Francis Delattre qui exerce les fonctions de rapporteur spécial et qui a suivi le déroulement de l'enquête. Comme à l'accoutumée, nous avons souhaité entendre, lors de cette audition pour suite à donner, les principaux acteurs impliqués dans la gestion de la CMUC et de l'ACS. Je donnerai tout d'abord la parole à Antoine Durlement, président de la 6e chambre de la Cour des comptes, afin qu'il présente les principales conclusions de l'enquête. Il est accompagné de Jean-Pierre Viola, conseiller maître et rapporteur. Puis nous entendrons la réaction du directeur du fonds CMU, Vincent Beaugrand. Après ces deux propos liminaires, commencera l'échange avec les sénateurs. Vos questions pourront également s'adresser à Nicolas Revel, qui est directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, à Thomas Fatom, qui est directeur de la sécurité sociale, et à Agnès Bocconiano, qui est directrice déléguée santé de la Fédération nationale de la mutualité française. À l'issue de l'audition, je demanderai aux membres de la Commission des finances leur accord pour publier l'enquête remise par la Cour des comptes. Mais auparavant, je voudrais savoir si mon collègue Alain Milon, président de la Commission des affaires sociales, souhaite s'exprimer. Merci Madame la Présidente. Non, je voudrais juste vous remercier vivement de nous avoir invités, d'avoir invité les membres de la Commission des affaires sociales à cette réunion. La demande que votre commission a effectuée auprès de la Cour des comptes nous paraît particulièrement pertinente. Il est en effet nécessaire d'évaluer, comme vous l'avez demandé, les dispositifs financés par le fonds CMU, d'autant que ceux-ci ont fait l'objet de nombreux aménagements
dans les années récentes. Nous serons donc, l'ensemble des membres de la Commission des affaires sociales, qui sont nombreux, comme vous l'avez constaté, attentifs, comme toujours, aux conclusions de la Cour, et elle appellera certainement pas mal de questions de notre part, et surtout quelques questions de la part de notre rapporteur général, Jean-Marie Van Neurenberg. En tout cas, merci de nous avoir invités. Eh bien, je vais, Monsieur Dolman, vous donner la parole. Un petit incident, je regrette que des indiscrétions malheureuses aient permis à certains organes de presse de révéler une partie des constats et conclusions de votre enquête, mais visiblement l'affluence de ce matin montre que votre travail suscite vraiment de l'intérêt. Et c'est pourquoi je vous invite sans plus attendre à nous présenter la synthèse des travaux de la Cour des comptes. Madame la présidente de la Commission des finances, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le rapporteur spécial, Monsieur le président de la Commission des affaires sociales, Monsieur le rapporteur général, vous nous avez proposé une thématique qui est paradoxale. Le paradoxe est d'abord entre la dimension de l'institution, sur laquelle porte stricto sensu l'enquête que vous nous avez demandée, le fonds complémentaire, le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie, donc le fonds CMUC. Le fonds CMUC, c'est, si j'ose dire, un confetti de l'Empire par rapport à l'immensité de la protection sociale. C'est un organisme qui apparaît svelte, 10 emplois au total, 200 mètres carrés de bureaux dans le 13e arrondissement et une véritable efficience. Le fonds CMU mérite d'exister. Il a su prendre ses fonctions, assurer ses missions dans de très bonnes conditions. Mais évidemment, il y a une disproportion très forte entre la dimension donc modeste et volontairement modeste de cet établissement public et l'importance des sujets dont cet établissement public a reçu la mission non seulement de les financer, mais également de les promouvoir. Et au fond, notre enquête a porté essentiellement sur ces dispositifs. Deux dispositifs, l'un institué par une loi de juillet 1999 et à partir de janvier 2000, la couverture maladie universelle complémentaire. L'autre, institué par une loi du 1er août 2004 à partir de janvier 2005, qui est l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé. Ces deux dispositifs sont, j'allais dire, conjoints et complémentaires. Ils s'articulent d'abord à partir de la couverture maladie universelle de base, auquel est liée la couverture maladie universelle complémentaire, sans que ce lien soit un lien obligatoire, puisque l'ensemble des bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire ne sont pas seulement les titulaires, les bénéficiaires de la couverture maladie universelle de base. Ce qui apparaît donc comme une double réponse dans des délais relativement rapides à l'érosion de l'assurance maladie obligatoire pose aujourd'hui un certain nombre de sujets. Le premier constat, donc, c'est celui du fait que ces deux dispositifs signent d'une certaine manière une certaine forme d'échec de l'assurance maladie obligatoire. Une forme d'échec de l'assurance maladie obligatoire qui se révèle dans la difficulté à couvrir à un niveau insuffisant la prise en charge des soins des assurés sociaux. C'est évidemment un constat qui est un constat important auquel ces dispositifs cherchent à apporter une réponse. Notre premier point, c'est que nous avons cherché à documenter ce constat d'une forme de mise en retrait de l'assurance maladie obligatoire. Cette mise en retrait de l'assurance maladie obligatoire, elle n'apparaît pas en tant que telle quand on regarde la manière dont la consommation de soins est prise en charge. Le taux de prise en charge par le régime de protection sociale obligatoire oscille toujours autour de 76%, mais dans le détail se constatent des évolutions qui sont plus préoccupantes.
Selon le dernier rapport annuel, en effet, pour 2013 du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, l'assurance maladie obligatoire de base a donc pris en charge en 2012 76,1% des dépenses de soins présentées au remboursement. Cette part atteint 88,6% pour les titulaires d'une affection de longue durée, qui sont mieux protégés parce que pris en charge à 100% au titre de la maladie principale. Cette prise en charge de 88,6% en moyenne correspond à une prise en charge de 95% pour les soins à l'hôpital et de 84,4% pour les soins en ville. Face à cette prise en charge à hauteur de 88,6% pour les bénéficiaires d'une ALD, la prise en charge pour les autres assurés sociaux est aujourd'hui seulement de 61,3%, 88,1% à l'hôpital, 51% seulement pour les soins ambulatoires. Au fond, la création de la CMU-C et la création ensuite de l'aide à la complémentaire santé actent ce retrait progressif, cette érosion progressive de la couverture par l'assurance maladie obligatoire. Ce retrait a eu pour conséquence des phénomènes de renoncement aux soins et rend aujourd'hui nécessaire une couverture complémentaire santé. Avec la loi de 1999, avec la loi de 2004, les pouvoirs publics ont cherché à apporter une réponse à ce constat d'une certaine forme d'échec. Ces dispositifs sont des dispositifs qui couvrent aujourd'hui une population importante. Au total, 6,4 millions de personnes, 5,2 millions au titre de la CMU-C, 1,2 million de personnes au titre de l'aide à la complémentaire santé, soit au total 9,5% de la population des assurés sociaux, 7,7% pour les bénéficiaires de la CMU-C, 1,8% pour ceux qui utilisent effectivement l'aide à la complémentaire santé. Ce sont donc des dispositifs importants qui jouent un rôle majeur pour l'accès aux soins de la partie la plus défavorisée de nos concitoyens. Pour autant, ces dispositifs apparaissent paradoxaux dans leur champ. Ces dispositifs ont été, depuis leur création, élargis à une population de plus en plus large par des relèvements successifs des plafonds qui ont permis de faire entrer dans leur champ davantage de personnes. Cette dynamique a également été liée au fait que les effets de la crise économique à compter de 2008 ont fait basculer dans le champ des attributaires potentiels de ces dispositifs une population plus élevée. Il y a donc eu un effet constant d'élargissement du champ des bénéficiaires potentiels. Cet élargissement du champ des bénéficiaires potentiels a permis aussi une augmentation du nombre des bénéficiaires effectifs. Mais l'augmentation du nombre des bénéficiaires effectifs a été moins rapide que l'augmentation du nombre des bénéficiaires potentiels. Au fond, il y a une sorte de paradoxe selon lequel les pouvoirs publics ont davantage donné la priorité à l'extension du périmètre de la population qui peut avoir accès à ces dispositifs plutôt que à l'accès effectif de cette population aux droits dont elle peut bénéficier. De ce point de vue-là, pour des raisons de coût, les pouvoirs publics n'ont pas souhaité entrer dans une logique d'attribution automatique de ces droits à certaines populations qui, pour autant, compte tenu de leurs ressources, en sont nécessairement bénéficiaires.
Il s'agit en particulier des bénéficiaires du RSA socle ou des bénéficiaires du minimum vieillesse, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Il y a donc une sorte de priorité à l'extension de la population éligible plutôt qu'une priorité donnée véritablement à l'accès effectif aux droits. Cette situation paradoxale se traduit par un constat qui est répété d'année en année, quels que soient les efforts à la fois du fonds CMU et des caisses d'assurance maladie, c'est le constat d'un taux massif de non-recours à ces dispositifs. Une partie très substantielle de la population qui pourrait y avoir accès, en réalité, n'y recourt pas. La CMU-C fait l'objet d'un taux de non-recours qui est estimé pour l'année 2013 entre 28 et 40% de ses bénéficiaires. C'est-à-dire que entre 1,6 million et 2,7 millions de personnes qui pourraient avoir droit à la couverture maladie complémentaire gratuite procurée par la CMU-C n'y ont effectivement pas accès. Alors les causes de ce non-recours nous apparaissent aujourd'hui insuffisamment éclairées. Bien sûr, l'hypothèse d'un taux d'accès à 100% à un dispositif est une hypothèse par nature conventionnelle. Malgré tout, la récurrence de ce taux de non-recours interroge beaucoup, évidemment, sur ses motifs et ses déterminants. L'aide à la complémentaire santé connaît une situation encore plus défavorable. Selon les estimations actuelles, les personnes qui n'ont pas demandé l'aide à la complémentaire santé alors qu'elles pourraient en bénéficier représentaient pour 2013 entre 60 et 72% de la population des bénéficiaires potentiels, soit entre 1,9 et 3,4 millions de personnes qui pourraient avoir accès à ces dispositifs, mais qui n'y recourent pas. Bien sûr, nous avons constaté que les organismes sociaux mettent en place des actions de promotion de ces dispositifs. Mais ces actions nous sont apparues comme encore en cours de construction. Il nous apparaît que aussi bien les actions de la Caisse nationale d'assurance maladie, les actions de la Caisse nationale des allocations familiales au moment en particulier de l'attribution du RSA restent lacunaires, incomplètes et en tout cas ne réussissent pas à enrayer significativement l'importance de ce taux de non-recours. Notre troisième constat, c'est que quel que soit l'apport que représentent ces dispositifs pour un accès aux soins, ils n'ont pas réglé toutes les difficultés que connaissent les populations qui en bénéficient. Nous constatons d'une part que demeurent des cas de renoncement aux soins parmi les bénéficiaires de la CMU-C, que les bénéficiaires de l'aide à la complémentaire santé ne choisissent pas toujours des contrats de très bonne qualité, qu'ils peuvent choisir de souscrire des contrats d'une qualité médiocre et que, au fond, il y a de ce point de vue-là une sorte de bilan en demi-teinte au regard de l'accès effectif aux soins de ces populations. Nous soulevons et nous avons analysé à la demande de votre commission, nous soulevons l'intérêt que représente le nouveau dispositif qui va se mettre en place à partir du 1er juillet 2015 pour l'aide à la complémentaire santé. Devant le constat du fait que l'aide à la complémentaire santé ne permettait pas d'acquérir toujours des garanties complémentaires de suffisamment bonne qualité à des tarifs qui soient suffisamment intéressants, les pouvoirs publics ont décidé de faire et d'organiser un appel à la concurrence.
Cet appel à la concurrence a eu pour conséquence de faire en sorte que les contrats qui ont été sélectionnés et qui sont donc ouverts à la souscription des bénéficiaires de l'ACS se traduit par une amélioration très sensible de la qualité des garanties qui leur sont procurées et également par une solvabilisation accrue de leur part. Donc non seulement les garanties sont de meilleure qualité, mais les primes d'acquisition de ces garanties sont en réalité plus basses qu'elles n'étaient. Il nous semble que le dispositif qui va se mettre en place à partir du 1er juillet 2015 apporte véritablement une réponse très intéressante à cette question finalement du caractère insuffisamment solvabilisateur de l'aide et surtout de la mauvaise qualité des garanties que cette aide pouvait procurer. Quels que soient les progrès que nous pouvons constater ainsi en termes d'amélioration de l'accès aux soins, il nous semble que, et c'est notre quatrième constat, les modalités de gestion de la CMU-C et de l'aide à la complémentaire santé mériteraient d'être simplifiées. Ce que nous avons constaté, c'est à la fois la lourdeur des démarches pour les demandeurs, des conditions d'instruction par les caisses primaires d'assurance maladie qui restent encore insuffisamment sécurisées, et enfin le fait que les risques, comment dirais-je, d'anomalies et d'erreurs de portée financière dans l'attribution de la CMU-C restent importants. Ce sont des constats que la Cour avait déjà fait dans le passé, notamment dans son rapport sur la sécurité sociale de 2006. La situation n'a guère évolué entre les constats que la Cour avait faits en 2006 jusqu'au début de l'année 2015, puisque à partir de la mi-2015, la Caisse nationale d'assurance maladie a engagé une politique active de rapprochement des ressources déclarées par les demandeurs de la CMU-C et de l'ACS avec leur compte bancaire. Ce travail de rapprochement nous apparaît tout à fait essentiel, puisque les expérimentations qui ont été conduites sur 4 caisses primaires d'assurance maladie importantes, elles ne sont certes pas représentatives statistiquement, mais elles représentent quand même une partie importante des dossiers de CMU-C et d'ACS. Les expérimentations de contrôle de ce type ont montré une fréquence d'anomalies très supérieure à celle qui était jusque-là constatée. Pour la CMU-C, les erreurs par rapport au plafond de ressources sont de l'ordre de 24%, pour l'aide à la complémentaire santé de l'ordre de 14%. Au-delà de ces constats qui s'intéressent donc à la fois à l'effet de ces dispositifs, aux modalités de leur gestion, la Cour appelle l'attention qui est la vôtre sur 3 risques liés à ces dispositifs. Le premier risque, c'est celui des perspectives financières du fonds CMU-C. Ces perspectives financières nous apparaissent en voie de dégradation. À situation inchangée, le fonds CMU-C pourrait connaître un déficit au tournant des années 2017-2018. Ce déficit est d'autant plus inquiétant s'il s'avérait que, évidemment, l'extension considérable de la population éligible se traduit pour le fonds CMU-C par des engagements latents qui sont considérables. En prenant l'hypothèse, qui est évidemment une hypothèse totalement conventionnelle, que 100% de la population éligible
pourraient avoir accès à ces dispositifs. Il faudrait compléter les financements actuels dont dispose le fonds CMU-C dans des proportions considérables de l'ordre de 1,2 à 2 milliards d'euros supplémentaires seraient alors à mobiliser. C'est évidemment un effort considérable qui serait alors nécessaire de la part des pouvoirs publics, alors même que, vous le savez, la généralisation de la protection sociale complémentaire d'entreprise dans le cadre de la loi du 24 juin 2013 suppose aussi un effort très important de la part de l'État, puisque cette généralisation de la couverture complémentaire d'entreprise est estimée, selon l'étude d'impact qui était jointe au projet de loi, entre 1,5 et 2 milliards d'euros en année pleine. Le deuxième risque que nous soulignons, c'est celui de l'analyse insuffisante à nos yeux des conditions de recours au système de soins des bénéficiaires de la CMU-C et de l'ACS. Au fond, nous sommes pour la CMU-C dans des dispositifs de gratuité de soins pour la majeure partie des prestations, compte tenu, comment dirais-je, du caractère très, très protecteur de la CMU-C. Il nous apparaît que les études qui ont été réalisées sur les modalités de recours aux soins des bénéficiaires de la CMU-C restent aujourd'hui assez insuffisantes pour écarter de manière claire et étayée le risque d'un recours, comment dirais-je, qui se traduirait par des formes de surconsommation. Le troisième risque qui nous apparaît, c'est celui qui est lié à une forme de décrochement entre le seuil de pauvreté monétaire et le plafond d'attribution de ces dispositifs. En particulier, ce que nous notons, c'est qu'il y a une déconnexion entre le seuil de pauvreté monétaire et le plafond d'attribution de l'aide à la complémentaire santé. C'est évidemment un choix qui permet de faire entrer dans le dispositif davantage de personnes, mais par rapport à la référence qui est généralement celle du plafond de la CMU-C, l'aligner sur le seuil de la pauvreté monétaire, en réalité, le fait que la totalité des ressources des bénéficiaires ne soit pas prise en compte se traduit par le fait que le plafond de la CMU-C va au-delà du seuil de pauvreté monétaire lui-même. Voilà, Madame la Présidente, nos principaux constats. Ces constats se traduisent par 12 recommandations au pouvoir public, qui sont évidemment de nature et de portée très différentes. Nous insistons, et ça n'étonnera personne venant de la Cour des comptes, en particulier sur l'impératif de soutenabilité de l'effort qui est consenti au bénéfice de ces dispositifs. Nous insistons aussi sur le fait que leur connaissance ou la connaissance des populations éligibles nous paraît encore aujourd'hui insuffisamment documentée, que les modes de recours aux soins mériteraient d'être précisés, et enfin que les conditions de gestion de ces dispositifs mériteraient d'être sécurisées et simplifiées. Merci beaucoup, Monsieur le Président Antoine Dorlemann, pour cet exposé très clair et suivi avec attention. Je vais inviter maintenant Monsieur Vincent Beaugrand, qui est le directeur du Fonds CMU depuis décembre 2013, à nous faire part de sa réaction aux conclusions et préconisations de la Cour des comptes. En particulier, Monsieur Beaugrand, partagez-vous l'analyse de la Cour s'agissant des causes du non-recours? Est-il bien nécessaire de réviser le champ de la CMU et de l'ACS? Vous avez la parole, Monsieur le directeur. Merci Madame la Présidente de la Commission des Finances, Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le rapporteur spécial, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je voulais tout d'abord vous remercier
de me permettre de réagir à ce rapport. Et je voulais aussi remercier Monsieur le Président de la 6e Chambre de la Cour des comptes pour les mots que je prends comme très favorables sur le travail du Fonds CMU, que le travail du Fonds CMU réalise au quotidien. Svelte et efficient, ça nous est effectivement, ça nous caractérise bien. Confetti aussi, hein, je trouve que c'est aussi un mot intéressant. On est tout petit et on a néanmoins une vision et un travail très passionnant tous les jours sur ces deux dispositifs, CMU complémentaire et aide à la complémentaire santé, qui finalement apportent beaucoup de choses quotidiennes favorables à nos concitoyens en matière d'accès à la santé. C'est ce premier point que je voulais rappeler quand même en propos liminaire, c'est que l'objectif de la CMU-C et de l'aide à la complémentaire santé, c'est bien de lever les barrières financières à l'accès aux soins pour diminuer le renoncement aux soins. La question du renoncement aux soins a été essentielle au moment de la création de la CMU complémentaire, puis de l'aide à la complémentaire santé. Donc en matière de pertinence de dépenses, effectivement, je pense qu'on se pose cette question, et cette question est posée dans l'ensemble du rapport. Quotidiennement, concrètement, sur les plus de 5 millions de bénéficiaires de la CMU complémentaire, on estime, c'est souligné dans le rapport de la Cour des comptes, que à peu près la moitié des freins financiers à l'accès aux soins sont levés. Alors, on n'y arrive pas totalement à les lever, mais la moitié est levée pour les bénéficiaires de la CMU complémentaire, ce qui concrètement fait quasiment 1 million de personnes qui accèdent aux soins grâce à ce dispositif-là, qui accède facilement aux soins, alors que si ce dispositif n'existait pas, il n'y aurait pas accédé. Donc concrètement, effectivement, c'est quelque chose qui change le quotidien et la vie des Français, de 1 million de Français au moins, voire plus, hein, évidemment, mais qui leur permet d'accéder aux soins, ce qui veut dire aussi rester en insertion sociale, parce qu'on sait bien que le non-recours aux soins, le renoncement aux soins, c'est aussi des problèmes de vue, c'est aussi des problèmes dentaires, des problèmes de stigmatisation dans une insertion sociale, qui font que ce dispositif est efficace pour plus de 5 ou 6 millions de personnes. Voilà, donc je souhaitais rappeler aussi en introduction cet objectif et la pertinence de cette dépense qui est certes large et qui n'empêche pas évidemment, et c'est le travail que la Cour a fait, de se poser beaucoup de questions sur le non-recours, sur le fait que tout le monde que un certain nombre de personnes renoncent aux soins malgré cette aide et qu'il y a du refus de soins aussi. Donc ces questions-là sont posées avec des pistes très intéressantes proposées par la Cour, mais néanmoins, concrètement et quotidiennement, ça change la vie à beaucoup de Français. Un autre élément que je souhaitais aussi remettre en exergue en introduction, c'est que le choix qui a été fait par le législateur et par les pouvoirs publics, c'est un choix de permettre l'accès aux soins des plus démunis, des plus pauvres, à l'ensemble du système de soins. C'est-à-dire qu'on n'a pas créé un sous-système de soins qui existe dans certains pays où effectivement on oriente les personnes les plus pauvres vers des centres de soins qui leur sont dédiés. Non, là le système permet d'accéder à l'ensemble du système de soins français et donc effectivement en matière d'universalité, de solidarité nationale, c'est un point positif important du dispositif. Du point de vue du fonds CMU, je vais donner deux, trois autres éléments deux, trois autres réactions par rapport au rapport, ce qui n'épuisera pas l'ensemble des questions, mais du point de vue du fonds CMU, ça nous paraissait important de le signaler. Concernant l'interrogation sur la consommation de soins, puisqu'on a quand même quelques éléments, alors certes, on n'a pas l'étude parfaite qui permet de dire qu'à pathologie égale, il n'y a pas de surconsommation de soins qui est liée au dispositif. Néanmoins, on travaille, et principalement la CNAM travaille sur ce sujet, et on a en avance de phase beaucoup d'éléments positifs qui nous montrent qu'il n'y a pas de surconsommation de soins liés au dispositif. Premièrement, quand on rentre dans le dispositif, il y a une augmentation de la consommation de soins, et c'est normal parce que c'est le but du dispositif. C'est des gens qui renonçaient aux soins, qui grâce à la CMU-C ou à l'aide complémentaire santé vont aller voir le médecin, vont aller voir le dentiste ou vont ne plus avoir de reste à charge à l'hôpital parce qu'ils sont pris en charge par une complémentaire de qualité. Donc c'est normal qu'au début, quand on rentre dans le dispositif, on ait une augmentation de soins. La deuxième question qui est souvent posée et sur laquelle on essaye effectivement, qui peut poser des questions quand on la regarde à première vue, c'est que la consommation moyenne d'un bénéficiaire de la CMU complémentaire est supérieure à la consommation moyenne de soins d'un Français moyen. C'est oublier deux choses, et ça par contre c'est bien documenté, c'est que premièrement,
c'est que l'état de santé général et donc le besoin de soins qui est lié à cet état de santé est très dégradé pour les bénéficiaires de la CMU-C par rapport à la consommation, à l'état de santé moyen d'un Français moyen. Je donne juste quelques exemples. Il y a des prévalences très fortes sur les affections de longue durée. Par exemple, la dépression, les maladies de dépression sont multipliées par 2 pour les bénéficiaires de la CMU-C, idem pour le diabète, idem pour l'hypertension, idem pour l'obésité. Et ça, on pourrait reproduire ça sur l'ensemble des pathologies chroniques. Ce qui fait que concrètement, si vous êtes pris en charge sur ces pathologies-là, le VIH par exemple, c'est aussi plus 50% de prévalence pour les bénéficiaires de la CMU complémentaire. Donc si vous êtes pris en charge pour ces pathologies-là qui sont lourdes et chères, évidemment, le coût moyen d'un bénéficiaire de la CMU-C est supérieur au coût moyen d'un Français moyen, on va dire. Ça, c'est évidemment lié, et vous le savez, aux inégalités sociales de santé qui traversent un gradient social dans notre pays, qui fait qu'effectivement, plus on est en bas de l'échelle sociale, plus on a un état de santé dégradé qui nécessite des soins plus importants. Voilà. Ensuite, et enfin, sur la surconsommation de soins qui seraient liés à l'existence du dispositif, on n'a effectivement pas l'étude absolue qui permet de le déterminer. Ça voudrait quand même dire que en gros, je pense, globalement, il est difficile d'imaginer qu'on aille chez le médecin ou par pur plaisir. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des fraudes ou autres, et ça, évidemment, l'ensemble des services sont mobilisés pour lutter contre. Et puis, il y a des travaux qui sont faits, qui ont été soulignés par la Cour aussi, qui sont en train d'être mis en place, dont on n'a pas les résultats, mais notamment la mise en place d'une cohorte qui permettra à moyen terme, par la CNAM, d'avoir plus d'informations sur cette consommation de soins dans le dispositif. Je soulignerai très rapidement un autre point positif qui a été mis en avant par la Cour. Alors jamais on est au milieu du gué, hein, c'est l'évolution de l'ACS, et ça c'est aussi un travail de longue haleine dû à des rapports qui chaque année sont produits par le fonds CMU, tous les 2 ans sont produits aussi pour les parlementaires avec un rapport d'évaluation de la loi CMU qui depuis des années a montré que le prix contenu des contrats ACS était de mauvaise qualité, et donc il y a un processus global qui a été mis en œuvre, dont le lancement officiel est le 1er juillet, mais qui aura des répercussions après. Et effectivement, la question du taux de recours, de l'amélioration du taux de recours sur l'ACS, qui est particulièrement difficile, voilà, en tout cas, tous les moyens sont mis en œuvre pour lutter contre ce taux de non-recours. Et il faut laisser le temps à ce nouveau dispositif d'être mis en place, qui sera relayé par une campagne de communication importante pour toucher ces nouvelles cibles de l'aide à la complémentaire santé. Une remarque aussi du point de vue du fonds CMU, puisque c'est nous qui sommes à l'origine de ces perspectives financières avec ces interrogations à l'horizon 2017, dans le rapport de la Cour des comptes, qu'on a mis à jour, nous, parce que tous les 3 mois on met à jour ces perspectives financières. On l'a mis à jour notamment pour tenir compte de l'évolution de la baisse du coût moyen de la CMU complémentaire depuis 2013, donc qui notamment a pris pleine force en 2014. Donc en intégrant juste 2014 en prévision, on décale d'1 an en fait le moment où d'une part le fonds CMU aurait un résultat négatif et d'autre part où la CNAM ne serait pas remboursée de l'ensemble des dépenses qu'elle a sur la CMU complémentaire. Donc ce serait plutôt autour de 2018-2019. Et je voulais vous rappeler, alors même si on ne va pas jusqu'au bout de l'exercice et de l'hypothèse conventionnelle d'avoir un taux de recours à 100%, puisque effectivement nous on est dans notre rôle c'est d'être prudent, mais d'être aussi réaliste par rapport aux montées en charge des dispositifs. Je voulais vous rappeler les hypothèses sur lesquelles on est basé sur ces hypothèses donc de déficit 2017 ou 2018-2019. Ces hypothèses sont très prudentes puisqu'on est un organisme qui est très prudent parce que notre objectif c'est justement d'alerter en amont et le gouvernement et les parlementaires pour d'éventuels besoins de financement. Ces hypothèses, on intègre des hypothèses de croissance des effectifs importantes, donc de plus de 700 000 bénéficiaires de la CMU complémentaire à l'horizon 2019, de plus de 500 000 bénéficiaires de l'aide à la complémentaire santé. Donc on est dans ce cadre, on intègre et la croissance naturelle du dispositif et aussi une certaine augmentation du taux de recours. Alors évidemment pas jusqu'à 100%, mais une certaine augmentation du taux de recours. Deuxième hypothèse, l'hypothèse de recettes, croissance du chiffre d'affaires des organismes complémentaires qui est la base de nos ressources. Une hypothèse aussi assez raisonnable puisqu'on est autour de 2,5% alors qu'on a des taux de croissance depuis des années plutôt autour de 2,5-3%.
Et puis des hypothèses raisonnables en matière de coût moyen de la CMU complémentaire, puisqu'on a pris comme hypothèse entre 0 et 1% de croissance de ce coût moyen, alors que depuis 2013, il est plutôt en baisse entre 1,5 et 2%. Voilà, donc il y aura une question financière qui se posera en 2017 ou, selon nos dernières hypothèses, plutôt 2018, mais néanmoins, cette question financière se pose sur des hypothèses déjà qui sont assez prudentes. Un dernier élément que je voulais souligner, qui est en annexe du rapport, mais qui pour nous, concrètement, au sein du fonds CMU, est un travail important, c'est la question de la collecte de la taxe, sur lequel il y a des propositions d'amélioration qui sont portées dans le rapport, et voilà, qu'on est en train aussi de mettre en place, qu'on est notamment en train de mettre en place, puisque vous avez voté dans le cadre de la dernière loi de financement de la sécurité sociale, une fusion de la TSCA et de la TSA qui nous finance, et qui donc va nous permettre de nous améliorer et en termes d'efficience et en termes de qualité des contrôles que nous, le fonds CMU, on apporte sur la collecte de la taxe. Donc voilà, je voulais aussi souligner ces recommandations qui sont faites dans le rapport et le fait qu'on est en train de travailler très fortement pour que cette mise en œuvre de cette fusion soit mise en place au 1er janvier 2016. Voilà, donc ce rapport très fouillé. Pour conclure, je pense qu'il faut aussi signaler que l'ensemble des recommandations sont très fouillées et sont aussi permises par le fait que vous, au moment où vous avez rédigé les lois, et le fait que tous les 2 ans, on ait des rapports d'évaluation, tous les ans, on ait des rapports assez précis sur le coût moyen de la CMU complémentaire, sur les contrats qui sont mis en œuvre pour les bénéficiaires de l'ACS. Et toutes les données statistiques qu'on produit régulièrement permettent d'avancer assez rapidement sur l'ensemble des dispositifs. Et c'est vrai que ça fait 18 mois que je suis à la tête du fonds CMU. Et en 18 mois, on a déjà géré un certain nombre de réformes, comme la mise en œuvre d'une nouvelle mode de financement pour la mise en œuvre des recettes, comme la fusion TSA-TSA qu'on est en train de faire, comme la réforme de l'ACS en profondeur qui est mise en œuvre ici. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir laissé les paroles et je pense qu'on peut avoir place au débat. Merci beaucoup, monsieur le directeur, pour toutes ces précisions. Voilà, maintenant je vais vous soumettre, mesdames, messieurs surtout, aux questions d'abord du rapporteur général Francis Delattre. Bien, Monsieur le Président, vous avez parlé de paradoxal. La qualité du rapport nous éclaire et nous indique quand même quelques précautions à prendre pour les années qui viennent. Et de graves déficiences dans la gestion de la CMUC et la CS, c'est quand même pas tout à fait neutre non plus, ce qui nous amène à poser des questions à la fois techniques et à la fois qui sont plus du ressort politique des assemblées. Paradoxe parce qu'il y a un dispositif que personne ne remet en cause, avec des droits ouverts assez importants, puisqu'on a augmenté, la dernière c'était le plan pauvreté qu'on a augmenté de 7%, mais on n'a pas vu monter vraiment le chiffre des bénéficiaires. Donc je pense que l'analyse de la Cour des comptes est assez juste, il y a des droits ouverts très importants, et il y a un rendement qui l'est moins. Et la difficulté aujourd'hui pour nous, notamment je dirais à la Commission des finances, mais je crois pour l'ensemble des sénateurs, c'est la soutenabilité de la dépense. Parce qu'en réalité aujourd'hui, si tous ceux et celles qui peuvent accéder au dispositif le faisaient, nous aurions rapidement un déficit. Et j'observe, M. Beaugrand, que vous avez dit que vous alliez faire des efforts pour améliorer le rendement de la taxe. Mais nous souhaiterions aussi, eu égard au rapport qui nous est indiqué, qu'il y ait aussi l'amélioration des contrôles. Parce qu'en réalité, le problème est quand même posé et je crois que vous êtes engagé dans un processus pour améliorer les contrôles. Le déficit, le premier déficit prévisible du fonds, sur les dates, que ce soit 2017 ou 2019, c'est pas important puisqu'on reste à l'échelle du million d'euros. Ce qui nous fait un peu plus réagir, c'est que si nous ne faisons rien, comme l'a indiqué Monsieur le Président, il a utilisé le terme des risques, les 3 risques, si nous ne faisons rien, c'est le premier risque.
Et le premier risque, c'est quand même un trou qui se chiffrerait entre 1,2 milliard et 2,2 milliards, d'après les chiffres indiqués. Alors là, le problème de la soutenabilité, pour nous, est posé, parce que si c'est la direction qui plus ou moins se dessine, il est certain que nous changeons complètement de dimension. Voilà le paradoxe des droits ouverts, où tout le monde dit le dispositif est... Mais il y a des propositions concrètes qui sont faites. Celles qui appartiennent aux assemblées, c'est plutôt de dire quels sont les seuils que nous fixons. Et effectivement, la référence au seuil de pauvreté monétaire est un seuil utilisé dans beaucoup d'organismes. Il peut y en avoir d'autres, mais il est certain que il nous faut réfléchir effectivement sur ces seuils et sur l'élargissement actuel. Et l'idée de dire qu'il faudrait mieux faire des efforts pour que toutes celles et tous ceux qui ont besoin de la CMU-C et de la CS puissent la comprendre, la connaître et l'utiliser, nous paraît quand même un axe de réflexion qui ne nous paraît pas inutile. Parce qu'en réalité, s'ils n'y ont pas accès, au Sénat, nous sommes tous des élus de terrain et nous savons très bien qu'il y a un vrai problème d'accessibilité, je dirais même de compréhension des mécanismes. Et il est vrai que les compréhensions vont des deux côtés, à la fois des prescripteurs et de ceux qui y ont droit. Alors, à partir de cette réflexion un peu générale, j'ai quelques questions plus précises. Donc, à monsieur le président de la 6e Chambre. Donc, le problème de soutenabilité. Donc, les chiffres que vous indiquez, on aimerait un peu plus de précision, parce que c'est quand même important, le deal entre 1,2 milliard et 2,2 milliards. Si vous pouviez nous indiquer un peu quelles sont les deux hypothèses qui produisent ces deux chiffres. Ensuite, les mesures de redressement, notamment l'élargissement des ressources prises en compte pour bénéficier de la CMU et de l'ACS. Quels seraient les revenus que vous souhaiteriez réintégrer dans les plafonds? Parce qu'en réalité, il y a dans les revenus, je crois qu'il faut être équitable sur un sujet comme celui-ci, et tous les revenus doivent être intégrés, y compris les aides au logement, etc., qui apparemment ne le sont pas. Et j'oserais même dire, Monsieur le Président, est-ce que cette même logique pourrait-elle être suivie pour d'autres aides sociales? Ensuite, je voudrais m'adresser à Monsieur Fatom, qui doit être le patron de l'assurance maladie, c'est bien ça. Voilà. Pour dire que quand même, dans le rapport, quand même, sur les problèmes techniques, il faut que vous nous donniez quelques informations. Parce qu'en réalité, les déficiences d'un logiciel, ça nous fait pas rire, la déficience d'un logiciel. Si on n'est pas capable, dans des grandes administrations comme les vôtres, d'avoir des logiciels capables de servir un pareil projet, c'est quand même dommageable. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire, quelles sont les mesures que vous êtes en train de mettre en place pour rectifier le tir? Alors ensuite, Monsieur Fatom, j'ai aussi quelques interrogations sur la concentration géographique. Par exemple, une partie de PACA est très sollicitée, et d'autres secteurs, la géographie où il y a le plus de personnes qui bénéficient du système. Il y a une carte géographique qui est assez révélatrice. Alors c'est étonnant, par exemple, PACA, parce qu'en réalité, PACA, c'est quand même... nous savons tous qu'il y a beaucoup de retraités autour de la Grande Bleue, et les retraités, en réalité, dans le dispositif, c'est la catégorie de population qui a moins accès au dispositif CMU, puisque les minimums vieillesse sont à la limite des seuils. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications? Ensuite, la simplification des démarches au regard d'un public, parce que ce qu'on ressent, c'est effectivement une grande complexité. Est-ce que, sur la simplification des démarches, vous auriez quelques informations à nous donner? Ensuite, quelles sont vos estimations concernant l'évolution du taux de recours à l'ACS d'ici 2020 et quels coûts supplémentaires ceci pourrait entraîner? Enfin, je vais passer à Monsieur Revel. Les travaux de la Cour des comptes mettent en lumière de graves problèmes dans la gestion des demandes de CMU-C et d'ACF, ainsi qu'une insuffisance des contrôles. Donc je ne sais pas exactement comment ceci se répartit.
Mais sur les contrôles, on souhaiterait quand même que les choses se fassent normalement, toutes régions confondues, car ça y va de l'intérêt et de la fiabilité du dispositif. Ensuite, quel est l'état d'avancement du projet de refonte du logiciel, si vous êtes aussi, vous, concerné, je l'imagine, qui est quand même lancé depuis 2009. Et quelles sont, d'après vous, les causes du retard? Enfin, vous avez annoncé le 13 mai dernier le lancement d'un plan national de contrôle de ressources des bénéficiaires de la CMU-C à partir des comptes bancaires. Alors là, ça nous a un peu... comment dire? On s'interroge. Est-ce que vous avez vraiment toutes les autorisations qui vous permettent de faire ce type de contrôle? Enfin, confirmez-vous sur les bases actuelles un début de déficit dans les années 2017, 2018, 2019, qui reste de l'ordre des millions, des 20 millions ou des 30 millions. Mais c'est quand même, ça peut être un signal qui nous intéresse. Enfin, vous nous avez expliqué, M. Beaugrand, que sur la surconsommation, c'est un sujet qui vous préoccupait, nous aussi. Donc on attend le résultat de vos propres études. Alors à Madame Bocognano, qui est déléguée sur les fédérations nationales des mutualités, c'est bien ça votre rôle. Alors, concernant parce qu'en fait, il y a un appel d'offres, etc., sur les contrats, puisque la Cour des comptes a relevé que les contrats, c'est pas les meilleurs que prenaient les bénéficiaires de la CMU, ce qu'on peut penser. Alors, il y a, pour essayer de rétablir les choses, il y a un appel d'offres qui a été lancé. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Merci beaucoup à notre rapporteur spécial Francis Delattre. Vous avez donc, mesdames, messieurs, chacun des questions qui vous concernent. Je vais commencer peut-être par donner la parole à monsieur Duralman. Merci Madame la Présidente. L'estimation donc entre 1,2 milliard et 2 milliards d'euros d'engagement latent, donc dans l'hypothèse, encore une fois, conventionnelle, que 100% de la population éligible accéderait finalement au dispositif, cette fourchette, elle est liée à l'incertitude sur le taux effectif de non-recours. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, s'agissant de la CMU-C, on estime le taux de non-recours entre 28 et 40% des bénéficiaires éligibles. Pour l'aide à la complémentaire santé, ce taux de non-recours est estimé dans une fourchette aussi large, entre 59 et 72%. Et donc, selon qu'on prend la borne basse, on est à 1,2 milliard d'engagement latent. Si on prend la borne haute de ces deux estimations, on est à 2 milliards d'engagement latent. C'est la question donc d'un affinement de l'analyse du taux de non-recours est évidemment une question tout à fait centrale pour affiner cette hypothèse financière. C'est d'ailleurs une de nos recommandations. S'agissant de ce qu'on appelle la base ressources, c'est-à-dire des ressources qui sont prises en considération pour vérifier si on est en deçà ou au-delà du plafond d'accès à la CMU-C d'un côté, l'aide à la complémentaire santé. Notre constat, c'est de dire que la minoration qui a été décidée pour des raisons que l'on peut tout à fait comprendre, comment dirais-je, d'amélioration et d'élargissement de la population prise en compte, est en décalage avec l'objectif proclamé. Notamment l'objectif proclamé dans le relèvement de 7% en juillet 2013 des plafonds d'accès, et notamment du plafond d'accès à l'ACS, puisque ce relèvement de 7% a été calé sur le seuil de pauvreté monétaire. Ce que nous constatons tout simplement, c'est qu'en réalité, la référence du seuil de pauvreté monétaire n'était pas totalement justifiée parce que ce ne sont pas les mêmes quantités de ressources qui sont prises en compte. Donc il nous semble que si on se cale comme objectif de population prise en charge sur le seuil de pauvreté monétaire, ça devrait
toutes choses égales par ailleurs, amené à reconsidérer la base ressources. Dans notre esprit, soyons très clairs, ça n'est pas, comment dirais-je, la solution qui nous paraît la plus directement envisageable. Nous, ce que nous disons, c'est que améliorer la soutenabilité du dispositif, c'est d'abord s'assurer de l'attribution à bon droit. Et il nous semble que la première action à conduire, c'est vraiment sécuriser l'attribution de la CMU-C, de l'aide à la complémentaire santé aux personnes qui en remplissent effectivement les conditions. C'est ce que nous avions dit déjà en 2006, les contrôles des ressources doivent être absolument intensifiés. Ce que nous avons constaté, c'est qu'entre 2006, date de notre dernière expression, de notre dernière enquête sur la CMU-C et la CS, et donc fin 2014, début 2015, il n'y avait pas eu d'action de grande envergure comme nous le disions. Le deuxième point sur lequel nous insistons, c'est la question, comment dirais-je, du mode de recours aux soins. Là aussi, à la fois en 2006, à la fois en 2011, nous avions dit qu'il fallait purger cette question. Est-ce que la surconsommation de soins apparente des bénéficiaires de la CMU-C en particulier, qui serait une consommation de 30% supérieure à celle de l'assuré moyen, est-ce que cette surconsommation, elle est due uniquement à un état de santé plus dégradé, à ce que nous rappelait le directeur du fonds CMU, c'est-à-dire un phénomène de rattrapage dans l'accès aux soins au moment où on bénéficie de ce dispositif, auquel cas je dirais ça n'est pas une surconsommation, ça permet simplement de rattraper des écarts de santé qui n'auraient pas dû se produire dans le cadre d'une protection sociale solidaire permettant l'accès de tous aux soins, ou est-ce que le dispositif lui-même, parce que précisément il est gratuit, entretient une forme de surconsommation? Il nous paraît que c'est une question tout à fait centrale au regard de deux points. D'abord, ce qu'on appelle la gestion du risque. Faut-il ou ne faut-il pas avoir une attention particulière sur le recours aux soins de ces personnes? Pour l'instant, il n'y a pas de gestion du risque, comme on dit en langage technocratique, très spécifique sur cette partie de la population. Peut-être n'en est-il pas besoin, mais encore faut-il le démontrer. Et deuxièmement, ce qui nous paraît au moins aussi important que l'incidence financière, c'est évidemment la question de la légitimité de ces dispositifs. Nous sommes sur des dispositifs qui sont des dispositifs exceptionnels. Ils se traduisent par des engagements financiers massifs de la puissance publique. Au fond, ces deux dispositifs, CMU-C d'un côté et ACS de l'autre, ils constituent une sorte de bouclier sanitaire qui protège au mieux possible de ce qui a pu se produire à certains moments, c'est-à-dire d'un désengagement rampant de l'assurance maladie. Donc ce sont des dispositifs protecteurs, beaucoup plus protecteurs que pour le reste de la population. C'était vrai traditionnellement pour la CMU-C, dont le caractère est extrêmement protecteur. C'est aujourd'hui vrai pour l'ACS tel que se redéfinit à partir du 1er juillet 2015. Il faut absolument qu'il y ait une clarté, une transparence de diamant pour précisément asseoir la légitimité de ces dispositifs qui sont financés par les assurés sociaux. Parce que la taxe, comment dirais-je, de solidarité additionnelle sur les complémentaires santé, elle est payée par tous les autres assurés sociaux. Donc la question de la légitimité, elle nous paraît aussi essentielle que la question de la soutenabilité. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur Thomas Fatome, vous avez été interrogé également par notre rapporteur spécial. Je vous donne la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur spécial. Quelques éléments de réponse en vous remerciant également de nous avoir permis de réagir à ce rapport qui évidemment fait une analyse très, très détaillée de ce sujet. Peut-être commencer pour répondre à vos questions sur les sujets de soutenabilité financière et de prévision financière. Nous regardons évidemment ce sujet avec
beaucoup d'attention. Et si évidemment la Cour des comptes est dans son rôle pour alerter sur des risques latents, il ne nous semble pas, au regard de nos prévisions techniques, au regard d'une évolution ambitieuse mais néanmoins réaliste des taux de recours, au regard des évolutions récentes des dépenses du fonds CMU, que la soutenabilité financière du fonds CMU soit en risque à l'horizon 2017-2018. C'est d'ailleurs les prévisions pluriannuelles que nous transmettons régulièrement au Parlement. Il est évident que si demain nous avions un taux de recours à 100%, nous serions amenés à évidemment revoir ces projections. Ces taux de recours plus bas existent dans d'autres domaines et nous sommes dès lors comptables le président Durleman évoquait à plusieurs reprises d'un paradoxe, d'une tension entre d'objectifs de soutenabilité et d'accès au droit. En tous les cas, pour ce qui concerne la direction de la sécurité sociale, il n'y a pas de risque de soutenabilité à moyen terme sur les équilibres du fonds CMU. S'il devait y en avoir, évidemment, nous serions en mesure d'ajuster l'adéquation des recettes aux dépenses du fonds, tout en soulignant que, en tout cas à moyen terme et en prenant des hypothèses de taux de recours raisonnables, nous sommes sur des hypothèses, des montants de solde qui sont tout de même bien inférieurs aux enjeux de déficit de la sécurité sociale que nous rencontrons aujourd'hui et qui sont nos préoccupations majeures du moment. Donc pour répondre plus précisément à votre question, nous sommes sur des hypothèses pluriannuelles de taux de recours en augmentation de 10 points, soit 500 000 bénéficiaires de plus à l'ACS. C'est ce qui est le sous-jacent technique à nos prévisions sur les dépenses du fonds. Vous m'avez interrogé, et je réponds peut-être un tout petit peu dans le désordre sur les mesures en matière de simplification. C'est évidemment pour nous un enjeu majeur. Le premier élément de simplification, vous l'avez dit, et je remercie le président Durleman pour cette appréciation favorable, c'est évidemment l'appel d'offres, la mise en concurrence sur l'aide à la complémentaire santé que nous avons porté, que nous sommes en train de porter pour le mettre en œuvre au 1er juillet. Pourquoi c'est une simplification? Tout simplement parce que les travaux, Vincent Maugrand l'a rappelé, d'évaluation réguliers qui ont été faits nous ont montré que le premier élément de complexité pour les personnes concernées, c'est de ne pas se retrouver dans la diversité des organismes complémentaires. À partir du moment où il y a 10 offres qui seront sélectionnées à compter du mois de juillet, ce sera un élément de simplicité majeur qui leur est proposé et sur lequel nous fondons des espoirs en effet importants pour pouvoir permettre un accès renforcé à ce dispositif. Nous travaillons également avec l'assurance maladie sur des choses plus basiques, on va dire, mais importantes, à la simplification du formulaire. Un nouveau formulaire sera mis à disposition à compter du mois de juillet, que nous avons essayé de simplifier et de rendre plus clair et plus lisible. Nous avons essayé, je pense que Nicolas Revel pourra évoquer également ce sujet, rendre plus lisible les possibilités de contrôle et de lutte contre la fraude vis-à-vis de l'assuré, pour qu'ils comprennent bien que les déclarations qu'il fait sont susceptibles d'être vérifiées auprès d'organismes bancaires. C'est le deuxième point de simplification. Troisième point, un tout petit peu technique, mais que je signale également. Dans ce non-recours, nous avons, paradoxe supplémentaire, du non-recours des bénéficiaires de l'URSA socle, qui ont un droit automatique à la CMUC, et nous savons que 20% d'entre eux n'exercent pas ce droit. Nous avons travaillé avec les CAF pour que dans le logiciel justement d'utilisation IRSA, la possibilité d'inscrire à la CMUC soit simplifiée et de lors que les blocages techniques puissent être contournés. Troisième sujet sur la géographie du dispositif. Très honnêtement, c'est un point qu'il faut sans doute que nous regardions plus précisément. Je n'ai pas en tête de décalage entre une géographie, on va dire, j'ai envie de dire des ressources, de la précarité et l'accès à la CMUC. Je ne crois pas qu'il y ait de décalage massif entre ces deux cartographies. Sans doute un point que nous pourrions creuser, mais je ne crois pas qu'il y ait de ce point de vue-là de choses tout à fait significatives. Dernier point, si vous me le permettez, plus général, et qui, pour faire écho aux propos du président de la 6e Chambre, le juste droit, eh bien, l'objectif que nous nous fixons est la mobilisation que nous mettons en œuvre depuis plusieurs années. Aller chercher les bénéficiaires potentiels de la CMUC et la CS d'un côté,
Et évidemment, ne pas donner le droit à ceux qui ne doivent pas en être les bénéficiaires. C'est ce que nous faisons au travers d'une mobilisation des caisses de sécurité sociale. Je signale que les CAF ont mis en place depuis cette année des rendez-vous des droits, près de 150 000 rendez-vous des droits, dans lesquels elles screenent les droits des populations bénéficiaires pour vérifier pourquoi ils n'ont pas choisi de recourir à la CMUC et la CS. Nous avons aussi multiplié les croisements de fichiers entre titulaires de minima sociaux qui sont dans les bases de données de la CNAF et les bases de données de l'assurance maladie pour que des courriers soient adressés aux bénéficiaires potentiels de l'ACS pour leur dire potentiellement vous avez peut-être le droit à l'ACS, renseignez-vous auprès de vos caisses. Autant d'initiatives que nous poussons pour permettre de favoriser le recours aux droits pour les bénéficiaires potentiels de la CMUC et de l'ACS. Monsieur Nicolas Revel. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur spécial, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je prends la suite de Thomas Fatome pour répondre aux autres questions qui s'adressaient directement à la Caisse nationale d'assurance maladie, qui consacre environ 1350 ETP à la gestion de la CMUC et de l'ACS aujourd'hui. Ce qui signifie l'importance de ce sujet pour nous, à la fois dans une logique évidemment de gestion des droits, mais aussi dans un objectif d'accès aux droits par une politique que nous cherchons à rendre la plus efficace possible pour aller chercher les assurés qui pourraient être potentiellement bénéficiaires de ces dispositifs. Et deuxièmement, dans une logique aussi de contrôle des droits et de vérification de ce que tous ceux qui aujourd'hui bénéficient de la CMUC justifient des ressources et des conditions pour en bénéficier. Nous le faisons pour répondre à une première question que vous nous avez posée sur les outils informatiques. Aujourd'hui, en effet, sur la base d'une procédure qui est fondamentalement papier. C'est une procédure de toute façon qui nécessite de produire beaucoup de pièces justificatives dès lors que, pour ceux qui n'entrent pas dans la CMUC par le RSA, il s'agit de justifier de ces ressources, non pas sur la dernière année civile, mais sur les 12 derniers mois glissants. Donc on peut rentrer à n'importe quel moment de l'année à la CMUC, et au moment où on dépose une demande, il faut pouvoir justifier de la composition familiale évidemment, mais de la totalité des ressources prises en compte, et elles sont nombreuses, au titre des 12 mois précédents. Donc nous avons de toute façon un travail assez lourd qui, le plus souvent, conduit à ce que, de bout en bout, un assuré ait en moyenne 3 contacts avec la caisse primaire d'assurance maladie pour aller au bout de son dossier et de la production des pièces qui permettent de boucler cette demande dans un délai moyen qui est inférieur à 1 mois, puisqu'on est aujourd'hui autour de 28 jours. Alors, c'est vrai que nous avons un sujet, je dirais, d'outils informatiques qui a conduit la CNAM, depuis quelques années déjà, à concevoir un système d'information venant en appui de nos techniciens pour essayer d'automatiser davantage l'enregistrement des dossiers et le calcul de la base ressources. Le libellé de ce projet est Indigo et il connaîtra une mise en œuvre en 2 paliers. Le premier palier interviendra à la fin de l'année 2016 et le deuxième palier à la fin de l'année 2017. Et ces 2 paliers permettront à la fois d'avoir un outil, je dirais, intégré d'intégration et de calcul des ressources, permettra également d'acquérir directement des éléments de ressources réglés par l'assurance maladie au titre de l'invalidité ou des indemnités journalières ou des rentes. Et il permettra également, dans ce premier palier, donc fin 2016, de réduire le volume des pièces justificatives demandées aux assurés, notamment tout ce qui concerne la production de photocopies des pièces d'identité, dès lors que nous en disposons par ailleurs, évidemment. Puisqu'il s'agit évidemment d'éviter toute redondance dans la production d'éléments de pièces justificatives. Le second palier
fin 2017 permettra à l'assuré de saisir une demande en ligne avec des pièces justificatives évidemment transmises également en ligne, puisqu'il s'agit toujours à droit constant évidemment d'exercer un contrôle évidemment très précis et minutieux des droits pour ouvrir l'accès à la CMU-C. Donc voilà, c'est un chantier qui n'a pas pu aboutir aussi vite qu'il l'aurait fallu, mais la CNAM par ailleurs a un portefeuille de projets informatiques tout à fait considérable, des moyens pour les conduire qui sont par définition limités. Il y a des arbitrages parfois qui sont faits et ce projet Indigo fait partie aujourd'hui de nos priorités dans le cadre du nouveau schéma directeur des systèmes d'information 2014-2017. J'ai dit un mot sur l'accès aux droits. C'est vrai que c'est une politique sur laquelle l'assurance maladie s'engage fortement depuis maintenant 2 ans et qui a conduit à ce que nous mobilisions l'ensemble des organismes caisses primaires d'assurance maladie dans des démarches, je dirais, laissées dans un premier temps à l'initiative des caisses, parce que nous considérons que les caisses peuvent avoir des idées d'initiative et d'action locale pertinentes pour aller chercher les assurés. Car nous apercevons que c'est difficile de remonter le taux d'accès. Lorsque le président dit que l'hypothèse de 100% est une hypothèse conventionnelle, il a raison de souligner que c'est très conventionnel. Je vous donne un exemple. Nous écrivons chaque année à peu près à 335 000 personnes dont nous considérons qu'ils seraient potentiellement éligibles à la CMU-C. Le pourcentage de ces 335 000 courriers qui se traduisent ensuite dans une démarche de dépôt d'un dossier et d'aboutissement de cette démarche, c'est moins de 5%. Moins de 5%. Bon, donc il faut essayer de diversifier les méthodes et les méthodes d'action pour aller faire en sorte que ceux qui ont un droit puissent l'exercer. Car il y a, sur ce sujet de la CMU-C, quand même un enjeu assez considérable quand on calcule le renoncement aux soins, qui même quand on a la CMU-C aujourd'hui reste important dans ce pays. Nous avons des études de l'IRDES, nous avons parfois des études plus locales qui démontrent que sur certains types de soins, même des bénéficiaires de la CMU-C peuvent aujourd'hui être dans des situations de renoncement qui peut porter sur entre 20 et 30% des bénéficiaires. Mais quand on calcule le renoncement aux soins de ceux qui n'ont pas de complémentaire, on est 22 points au-dessus. 22 points au-dessus. Donc il y a là un enjeu très fort et sur lequel nous allons, au terme de cette démarche, dans un premier temps, je dirais, de remonter des bonnes initiatives des caisses primaires, déployer à compter de octobre prochain, dans quelques mois, un plan d'action national sur l'accès aux droits, le terme générique, puisque nous avons tous des cycles, c'est la démarche PLANIR. Le deuxième, évidemment, la deuxième priorité d'action, dans l'esprit que Thomas Fatto m'a indiqué, c'est-à-dire que nous avons l'obligation à la fois de faire en sorte que tous ceux qui ont droit à la CMU-C puissent y accéder et faire en sorte que tous ceux qui accèdent à la CMU-C respectent bien les conditions pour en bénéficier. C'est la vérification approfondie des conditions de ressources pour les bénéficiaires. Nous nous appuyons à la fois sur des contrôles, je dirais, de premier niveau, qui permettent, je dirais, d'identifier un pourcentage, je dirais, récurrent de 4 à 5% de dossiers sur lesquels il peut y avoir, au moment de l'instruction, des doutes et donc sur lesquels nous avons un premier filtre. Mais nous appuyons plus récemment sur une disposition qui a été votée en loi de financement de la sécurité sociale. Donc, nous nous inscrivons bien sûr dans un cadre juridique incontestable et qui permet aux organismes sociaux de pouvoir exercer ce qui a été créé par la loi, c'est-à-dire un droit de communication bancaire permettant de vérifier sur la base des comptes bancaires que les banques nous transmettent que l'ensemble des ressources déclarées est cohérente avec les ressources figurant sur ces comptes bancaires, car il y a souvent plusieurs comptes bancaires pour un même assuré. Bon. Nous avons donc, pour une première fois, de manière expérimentale, au début de l'année 2014,
demandé à 4 organismes, sur un nombre total de dossiers d'1 millier, au total, d'exercer ce droit. Et il apparaît que ce millier de dossiers contrôlés fait apparaître un pourcentage d'anomalies que je qualifie à la fois d'élevé, sans forcément, à ce stade, j'y reviendrai, nous puissions considérer comme totalement représentatif compte tenu de l'étroitesse de cet échantillon. Il est élevé puisque nous voyons que si l'on regarde le pourcentage de dossiers qui dépassent le plafond de ressources de la CMUC, nous sommes, comme le président Durlement l'a rappelé, puisque la CNAM a transmis ces éléments à la Cour, à un peu plus de 24%. Mais si nous regardons la part de ces dossiers qui dépassent le plafond de la CMUC, mais dépassent aussi le plafond de l'ACS, nous sommes à 13%. Donc, entre la CMUC et l'ACS, je dirais, il y a évidemment une difficulté, mais il s'agit de basculer les gens dans la bonne case, quelque part. Bon. Au-dessus de l'ACS, évidemment, il y a des niveaux de dépassement qui sont variables entre le petit dépassement et quelques cas, évidemment, heureusement rares, de dépassement très important, qui, là, pour le coup, caractérisent, je dirais, un comportement tout à fait frauduleux. Quand on regarde d'un peu plus près, même si, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui interviennent dans les causes de sous-déclaration, on a évidemment parfois de l'activité non déclarée. On a aussi, j'y insiste, des soutiens financiers apportés dans le cadre familial. Il y a, cela apparaît, beaucoup de bénéficiaires de la CMUC qui reçoivent de proches, de membres de leur famille, des aides ponctuelles pour vivre. Et c'est vrai que la réglementation prévoit que ces éléments de revenus soient déclarés et intégrés dans le calcul du respect du plafond de ressources. Donc, ce sont aussi des éléments à prendre en compte. Il reste que, même si j'y insiste, nous considérons que cet échantillon, dans 4 départements seulement, sur seulement 1 millier de dossiers, ne saurait constituer un chiffre représentant une réalité nationale. Nous avons considéré que notre responsabilité était évidemment d'étendre ce contrôle en le déployant sur l'ensemble des organismes, donc sur l'ensemble des départements, des caisses primaires, et en le déployant à une échelle importante, puisque nous allons progressivement, d'ici la fin de l'année, contrôler par le droit de communication bancaire 10% des demandes d'accès à la CMUC, soit en primo-demande, soit en renouvellement. C'est un chiffre d'ailleurs, un volume très important. Nous serons déjà, jusqu'à la fin de l'année, nous aurons eu la possibilité, dans le cadre de cette montée en puissance, je dirais, de contrôler plusieurs dizaines de milliers de dossiers, à peu près 40 000, et nous serons ensuite sur un rythme annuel qui sera bien supérieur, puisque nous serons à peu près à 400 000 dossiers contrôlés chaque année. Bon. Donc là, je pense que nous aurons pour le coup un échantillon représentatif. Nous ne serons plus dans l'échantillon, nous serons dans un volume tout à fait significatif, et c'est pour ça que je suggère, et je le dis très clairement, d'attendre les résultats des contrôles que nous allons faire à large échelle dans les prochains mois pour pouvoir conclure à ce qu'est la quantification du phénomène. Et ensuite, il faudra évidemment l'analyser plus finement pour distinguer ce qui est l'anomalie de la fraude. Mais je pense qu'à ce stade, il y a là des éléments qui justifient ce que nous sommes en train d'engager, c'est un plan national de contrôle, mais qui, à mon avis, à ce stade, ne permettent pas de conclure aussi vite en termes quantitatifs. Madame Bocconiano, comme j'ai une petite question complémentaire. Nous avons évoqué le fait que le fonds CMU, financé par la taxe additionnelle solidarité TSA, qui fait partie de ce qu'on peut appeler la fiscalité sectorielle. À compter du 1er janvier 2016, vous l'avez indiqué, cette taxe collectée par les URSSAF
devrait être fusionnée avec la taxe sur les conventions d'assurance, la TSCA, qui est actuellement collectée par la DGFiP. Je voudrais savoir si les mutuelles que vous représentez sont satisfaites de cette mesure. Est-ce que c'est une vraie simplification? En particulier, quel est votre avis concernant la recommandation de la Cour de transférer l'ensemble des fonctions de recouvrement de la future taxe fusionnée au réseau des URSSAF? Si vous avez un avis sur cette dernière question. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Messieurs, Mesdames les sénateurs, d'abord merci de nous recevoir la mutualité pour ces questions importantes de la CMU et de l'aide à la complémentaire santé. Vous m'avez interrogé sur la question de savoir ce qu'on pensait, ce que pouvait penser la mutualité de cet appel d'offres sur l'aide à la complémentaire santé. Aujourd'hui, on est devant les résultats de l'appel d'offres. On constate que, au moins en apparence, j'y reviendrai, mais on constate une réelle avancée. D'abord, les garanties sont améliorées, des organismes ont répondu, on a une offre importante d'organismes porteurs de garanties. C'est un élément important pour assurer la diffusion du dispositif sur le territoire. Je dirais simplement que les organismes ont joué le jeu, les garanties sont améliorées, les prix sont plutôt à la diminution, en tout cas à garantie comparable. Donc on a en apparence une avancée importante qu'il faut souligner, qui est sans doute, enfin on l'espère en tout cas, au service de ceux et celles qui en bénéficieront à travers donc le dispositif de l'ACS. Il me semble important d'analyser de manière très, très brève les raisons de cette avancée, de ce constat d'avancée. Sans doute parce qu'on a laissé, on a donné aux organismes, notamment aux mutuelles, les moyens de créer une offre qui soit le plus efficiente possible. Je pense notamment au mécanisme de la coassurance qui permet de diminuer le coût du risque pour les organismes qui portent le risque en question. C'est un élément important qui permet de monter des offres solides et avec des tarifs qui sont plus intéressants que des offres plus individualisées. C'est aussi, et il faut le reconnaître, un effort important sur les frais de gestion qu'ont fait les organismes complémentaires, un effort qu'on fait sur une population que par définition on ne peut pas faire sur toutes les populations, en tout cas il a été fait sur les populations ACS. Je voudrais revenir sur le fait que on a donc cette avancée qui est sensible, peut-être en montrer sinon les limites, sinon en tout cas le risque que ce soit des avancées limitées, pour plusieurs raisons. La première raison des limites, ce serait de ne pas permettre aux offres de vivre correctement. Je pense simplement à la viabilité de ces offres. La première chose, c'est bien sûr de ne pas laisser des opérateurs intervenir sur le marché de l'ACS, parce que c'est un marché avec un appel d'offres, sans vérifier qu'ils ne vendent pas à perte. C'est une première chose. De ne pas laisser le prix seul opérateur du choix, seul critère du choix des bénéficiaires. Je pense à des comparateurs d'offres qui ne seraient basés que sur les prix et qui seraient évidemment totalement, pour des raisons que je peux exposer ici si vous le souhaitez, mais pour ne pas prendre trop de temps, qui viendraient complètement déséquilibrer les rapports d'équilibre qu'ils se font, puisque créer une garantie de complémentaire santé, c'est créer aussi un équilibre entre les différentes populations, différentes classes d'âge qui en bénéficient. Voilà, donc un critère de choix uniquement fondé sur l'offre, sur le prix, serait de nature à déséquilibrer les offres et à sans doute ne pas les rendre viables. Un second type de limite que je voudrais souligner, c'est celui du problème de fond de ces dispositifs, parce que on répond avec l'ACS, pardon de cette évidence, on répond au problème de ceux qui vont bénéficier de l'ACS.
Avec la CMU, on répond aux besoins de ceux qui vont bénéficier de la CMU. Et malheureusement, la liste pourrait être longue. Avec des contrats d'entreprise, on répond aux besoins des personnes qui sont dans des contrats d'entreprise. On pourrait citer encore d'autres types de contrats qui sont aidés, ou de populations plus exactement qui sont aidées. Et pour le coup, on ne répond pas sans doute enfin, en tout cas, on n'intervient pas sur les facteurs qui ont présidé à la création de ces différents dispositifs. Tout à l'heure, la Cour des comptes nous disait que l'origine de ces dispositifs venait d'un recul de la prise en charge de l'assurance maladie. Ces dispositifs, ils viennent du fait, enfin, je partage tout à fait cette opinion, mais c'est le... On est dans les conséquences d'un renchérissement du prix de la santé. Et tant qu'on n'a pas résolu ce problème de renchérissement du prix de la santé, alors qui sont souvent illustrés, ce renchérissement, pardon, est souvent illustré par la multiplication des déplacements honoraires, mais simplement la liberté des prix sur les prothèses dentaires, sur l'optique, etc. Mais tant qu'on n'est pas revenu sur ces questions-là, au fond, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas une diminution des remboursements de l'assurance maladie. Le directeur général en parlerait mieux que moi, mais c'est pas ça qui est en cause. On n'a pas de recul de remboursement. On a simplement les conséquences de l'augmentation des prix et de la déconnexion entre le remboursement et les prix. Et c'est pas les complémentaires qui viendront, elles viendront bien sûr diminuer l'écart entre le remboursement et les prix, elles viendront jamais combler ce reste à charge lié au prix, simplement parce que les prix sont libres et que les remboursements des complémentaires, eux, ne le sont pas. Donc plus on aura de remboursements de complémentaires globalement, plus on aura des prix importants. Et je voudrais vraiment revenir là-dessus parce que si on ne s'attaque pas à l'ensemble du problème de ce recul, en tout cas apparent, de remboursement, ou ce recul de prise en charge des soins courants, donc si on continue à laisser les prix augmenter, eh bien on crée le chemin d'une CMU 3, d'une ACS 2. Enfin voilà. On avait, je me souviens, quand on a créé la CMU en 1999-2000, on disait 5% de la population, et les détracteurs disaient, vous verrez, dans quelques années, on sera à 10%. On est aujourd'hui à 10%, si on inclut l'ACS, et je finirai juste là-dessus, c'est que l'ACS illustre bien ce problème non résolu de l'accès aux soins. Pas tellement par la création même de l'ACS, enfin aussi, bien sûr, c'est le premier pilier, on a créé la CMU, on a eu besoin 10 ans plus tard, un peu plus, 10 ans plus tard, de créer l'ACS. Enfin, il y avait déjà des dispositifs qui existaient avant, donc finalement, on était à peu près dans les 10 ans plus tard. Mais ça n'a pas suffi de créer l'ACS. Vous l'avez dit, plusieurs d'entre vous l'ont dit, on a eu besoin non seulement de créer le dispositif, mais de l'encadrer et d'augmenter les garanties. Aujourd'hui, les garanties ACS, telles qu'elles sont proposées là, sont en effet plus importantes que celles que choisissaient les bénéficiaires. On a collectivement eu le sentiment qu'il fallait augmenter les garanties. Comment ne pas imaginer que dans 5 ans, dans 10 ans, il ne faudra pas encore augmenter les garanties et encore augmenter la population, d'où le chemin vers la CMU 3, qui n'est sans doute pas ce que nous souhaitons tous et qui serait également difficile à soutenir financièrement. Voilà. Voilà pour l'aspect ACS. Alors, vous m'avez interrogé sur l'appel d'offres. On a aussi des propositions à faire sur le financement. Hein. Établi avec les administrations compétentes, on imagine. Vous l'avez fait tout seul. Et quand même, une fédération comme la vôtre, c'est quand même à elle de faire un peu le ménage dans les mauvaises... Enfin, la Cour des comptes l'a dit, mais tout le monde le sait, qu'il y a eu un certain nombre de contrats qui étaient quand même abusifs. C'est quand même le job d'une fédération, m'excuse de dire ça, mais bon. De ce point de vue-là, l'appel d'offres a, de fait, en encadrant les garanties, en créant un cahier des charges, a encore une fois, je pense, été une avancée dans le sens où les garanties aujourd'hui sont mieux connues. On simplifie le choix pour les personnes et les garanties sont toutes améliorées. Donc, Vous avez quand même compris que M. Rollet attend quand même un peu d'économie du système. Hein. Donc,
a encore une fois, on aura sur les populations qui bénéficieront de l'ACS sans doute une plus grande efficience des offres, en tout cas pour une qualité augmentée, enfin un niveau augmenté de garantie. Encore une fois, on ne résoudra pas avec l'ACS, ni avec la CMU, ni avec d'autres dispositifs compartimentés ou segmentés, le problème du reste de la population. Le reste de la population, c'est potentiellement des gens qui un jour auront peut-être besoin de recourir eux aussi aux dispositifs type ACS et CMU. TSA, TSCA. Sur cette question de TSA, TSCA, on a pris acte, en tout cas les mutuelles ont pris acte de cette fusion, en soulignant que pour l'instant c'est pas une vraie simplification dans le sens où il faut mettre en œuvre tous les dispositifs qui font que voilà, on change les circuits et les remontées d'informations. Le souci de la mutualité, pour faire simple, était de s'assurer que la fusion était bien à périmètre constant et à enveloppe constante. Voilà. Merci beaucoup, Madame Bocognano. Je vais donc maintenant donner la parole à Albéric de Montgolfier, notre rapporteur général. Il sera dans le même moment suivi par Jean-Marie Wallerenberg. Merci, la Présidente. Dans ce rapport, il y a des éléments extrêmement intéressants, notamment des très belles cartes qui montrent, j'étais un peu étonné de ce que j'ai entendu, des disparités quand même considérables, puisqu'elles vont de 1 à 5 entre les départements, quant au nombre de bénéficiaires en pourcentage de la population. Alors quand on voit entre la Haute-Savoie ou la Savoie, Michel Bouvard est parti parce qu'il n'était pas très content de la réponse, mais quand on voit les différences entre certains départements, alors est-ce que très concrètement, si on fait une corrélation avec les revenus donnés de la DGFiP fiscaux, on ne voit pas une corrélation totale entre le nombre de bénéficiaires et les revenus. Voilà. Donc est-ce que concrètement, c'est la seule explication de la différence, la pauvreté, etc., le type de population, ou est-ce que ça montre de manière très concrète qu'il y a des différences de taux de recours qui sont dues tout simplement à l'action de certaines caisses primaires d'assurance maladie? Est-ce que certaines sont plus efficaces et d'autres? Comment peut-on expliquer ces différences de recours entre le nord, le sud du pays, certains départements, que je vois le tableau, ça varie 2% ou 2,9% en Haute-Savoie, 14% dans le nord. Donc on a des différences considérables. Sont-elles seulement expliquées par des différences de type de ressources de population, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui expliquent ces différences? Et ma deuxième question porte sur une des recommandations de la Cour concernant la vérification des ressources. Donc il y a des développements. Donc on a bien noté qu'il y a un problème à la base qui est le fait que sont pris en compte les ressources de l'année, alors que l'administration, la DGFiP, par l'administration fiscale, dispose des ressources évidemment de l'année fiscale. Bon, est-ce que déjà il n'y a pas un changement à proposer dans le sens de la simplification? On parle beaucoup de simplification en ce moment. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple, tout simplement, pour avoir, vous avez parlé des retraitements et autres, pour avoir quelque chose de plus simple qui permette de gagner des gains de productivité et gagner également pour les usagers des démarches, d'utiliser tout simplement les ressources fiscales et d'avoir un transfert automatique des données de la DGFiP. Il y avait une expérimentation qui avait été menée en 2010. Pourquoi a-t-elle été abandonnée, cette expérimentation? Parce que je suis un petit peu effrayé quand on lit ce que nous dit la Cour sur la vérification des ressources, sur l'outil informatique. On nous explique que chaque caisse a développé son propre tableur, qu'il n'y a pas de corrélation entre ces différents tableurs. Dans une CPAM, c'est une citation, ça mérite quand même d'être cité, dans une CPAM dont la Cour a examiné l'activité, l'utilisation des tableurs est laissée à la libre appréciation des agents. Une partie d'entre eux détermine les ressources en utilisant une calculatrice ou sur papier libre. Il n'y a pas encore de boulier, mais c'est possible. Ce qui prive de toute traçabilité l'instruction des ressources, accentue le risque d'anomalie. Dans une autre caisse, le tableur est systématiquement utilisé. Cependant, cet organisme n'archive pas l'image du calcul. Bon, donc concrètement, chaque caisse utilise son propre système. C'est manuel, plus ou moins. Les tableurs ne sont pas forcément utilisés. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un système plus simple qui consiste tout simplement à avoir un transfert automatique des ressources de l'année N-1
de la DGFiP, et ce système d'échange de données permettrait de gagner en productivité dans les caisses et d'avoir moins de démarches à accomplir pour les usagers. Donc voilà, je suis un petit peu effrayé de ce que je lis quant à l'absence de vérification précise des salaires déclarés, à la vérification des prestations incomplètes, etc. Les développements des pages 85 et suivants. Merci, Monsieur le rapporteur général. Jean-Marie Van Ehrenberg. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais remercier le Président Durlement de la qualité de ce rapport. Comme d'habitude, d'ailleurs, la Cour des comptes est incisive et pénétrante dans son analyse. Je crois que c'était important, effectivement, que vous souligniez que la légitimité, et loin de nous l'idée de remettre en cause la légitimité de la CMUC ou de la CS. Je pense que personne ici ne conteste son utilité. Mais la légitimité, elle repose sur la transparence et sur le recours à bon droit. Or, vous avez posé effectivement un certain nombre de questions sur ce point, et quand on regarde les chiffres, on est en droit évidemment de s'interroger sur l'équilibre financier, et c'est aussi évidemment notre devoir, en complément de ce que mon ami Francis Delatte a pu dire tout à l'heure, c'est à notre commission aussi de trouver un équilibre financier au compte de la sécurité sociale. Alors, si on regarde les chiffres, c'est 3 à 6 millions de personnes qui pourraient avoir recours, qui ne l'ont pas actuellement, à ces dispositifs, CMUC et ACS, c'est-à-dire le doublement de ceux qui y ont recours actuellement. 5 millions pour la CMUC et 1 million environ pour l'ACS. Le doublement. Donc ça entraîne évidemment des frais financiers, on peut dire certainement le doublement aussi. Hein, d'ailleurs, vous citez les chiffres, 2 milliards si on additionne effectivement ce que pourrait coûter à la fois la CMUC et l'ACS, et puis 4 au total, enfin c'est une fourchette. Alors, sans suggérer, je dirais, des solutions, vous émettez quand même l'idée que augmenter la taxe de 3 à 6 points, taxe existante, ça peut être difficile effectivement à envisager. Donc vous proposez de réduire le champ des dispositifs, ou de revoir le plafond des ressources, ou le panier de ces ressources, ou le panier des soins. Alors, je me tourne volontiers vers les représentants de la sécurité sociale, aussi bien M. Fatom que M. Revel, pour dire, est-ce que vous avez... M. Fatom, vous avez dit tout à l'heure, on n'a pas de difficulté à l'horizon 2017-2018. Je prends cette remarque venant de vous comme étant effectivement juste, mais vous me permettrez quand même d'être un peu inquiet. Imaginez que, par l'effet de la publicité, sera donné aussi bien pour le recours à l'ACS, par les assureurs, ou par les dispositifs que M. Revel a évoqués, hein, d'écrire, on peut solliciter peut-être un peu plus, c'est ce que vous proposez, ceux qui devraient normalement avoir recours. Je suis moins sûr que vous qu'en 2017 et 2018, nous n'ayons pas à faire face effectivement à une augmentation importante des coûts de la CMUC et de l'ACS. Alors, est-ce que vous avez évalué à un horizon peut-être un petit peu plus lointain ce que représenterait l'intégration de ces différentes propositions et leur solvabilité? Est-ce qu'on a la capacité actuellement, avec le régime de base de la sécurité sociale, ces modalités de financement, d'intégrer? Parce que c'est ça le fond de la question. On vient d'ajouter des tuyauteries aux tuyauteries déjà existantes. J'ai bien peur qu'un jour, il n'y ait une tuyauterie un peu crevée ou une difficulté quelconque et qu'on nous dise il faut intégrer tout ça d'ailleurs dans le régime de base de la sécurité sociale, ce qui me paraîtrait d'ailleurs tout à fait naturel. C'est la question qu'on peut même se poser pour les complémentaires santé. Alors, j'ai une autre question qui s'adresse plutôt à M. Beaugrand.
La Cour note que le dispositif CMUC est potentiellement inflationniste, au-delà d'un rattrapage de soins pour les populations fragiles, et demande un contrôle renforcé. Vous avez d'ailleurs dit que, M. Beaugrand, vous y procédiez. Alors, ce risque d'inflation, on peut dire, n'est-il pas lié au mécanisme de tiers payant? C'est un sujet, évidemment, vous le savez, sensible actuellement, et qui a été mis en place pour les bénéficiaires de la CMU, et qu'on propose d'élargir, évidemment, à l'ensemble des bénéficiaires de la sécurité sociale. Troisième question, et ce sera ma dernière question, la Cour souligne la nécessité de simplifier les démarches. M. Revel a expliqué les dispositifs qu'il entend mettre en œuvre, mais recommande par ailleurs de rendre plus contraignantes les conditions d'accès, notamment par la prise en compte de l'ensemble des ressources. Est-ce qu'il n'y a pas là une certaine contradiction dont je ne mesure pas effectivement tout à fait les effets aujourd'hui? Merci. Merci à Jean-Marie Vanlerenberghe. Je vais donner la parole à Claude Raynal, qui a une question également. Oui, merci Madame la Présidente. Moi j'avais envie, tout simplement, après vous avoir entendu, et vous remercier tous pour la qualité de vos interventions et d'avoir appris à quelqu'un qui découvre un peu le sujet, j'avais envie d'être un peu provocateur et de vous interroger de manière provocatrice. Alors, moi, ce qui me surprend effectivement un petit peu, c'est à la fois l'orientation des lois, qui est pour ouvrir plus de droits à plus de personnes, et cela a été dit, et en même temps, finalement, le peu d'efficience, on va dire des choses comme ça, avec effectivement des taux de recours très faibles, en particulier donc pour la deuxième option, c'est-à-dire à l'aide à la complémentaire santé, je recherchais le nom. Et j'avais envie de poser la question de manière... Moi, ce qui me gêne toujours dans la relation du citoyen à la politique, c'est que ce que nous dit souvent le citoyen, c'est qu'il entend parler de loi, il entend parler de textes, d'options, de visions, d'améliorations, et que d'une certaine façon, il ne les voit pas concrètement. Et d'une certaine façon, c'est un peu, me semble-t-il, pour une partie de la population, c'est ce qui se passe. On leur dit qu'on s'occupe d'eux, qu'on les aide à avoir un parcours santé, et au final, finalement, ils ne l'utilisent pas, peut-être par leurs propres errements. Mais très bien. Alors, si j'avais envie d'être provocateur, est-ce qu'on ne pourrait pas faire l'inverse? Vous disiez tout à l'heure que vous envoyez, je ne me souviens plus, 350 000 courriers par an, et 5% seulement des personnes qui étaient susceptibles de pouvoir bénéficier répondaient. Alors, j'ai envie de dire, est-ce qu'il ne faut pas faire l'inverse? C'est-à-dire inscrire d'office ce que l'on pense avoir droit. Alors on inscrit d'office 350 000 personnes, si on considère que, et on leur demande par contre de nous indiquer par retour s'ils considèrent, en donnant la règle, en disant que voilà, il y a un maximum de revenus, je ne sais pas exactement quels sont les thèmes, et de se déclarer comme n'ayant pas droit dans l'autre sens. Alors, en étant provocateur, je n'oublie pas de dire, bien entendu, que ça impose, pour des raisons budgétaires, de recadrer le dispositif préalablement, puisqu'il va y avoir des augmentations significatives, et que donc il faut, du coup, que l'État, que les parlementaires, que la loi disent clairement ce qu'elle veut faire, et non pas ouvrir trop de droits, si ensuite on n'est pas capable de les prendre en charge. C'est évidemment, tout ça est compris dans ma question, c'est pas uniquement de créer une dépense supplémentaire, bien entendu, dans mon esprit. Mais au moins, ça aurait le grand bénéfice de clarifier les choses, d'apporter une réponse à ceux qui en ont besoin et réellement d'avoir un taux de retour, si je puis dire, sur la loi et sur les droits qui soient effectifs. Je le dis parce que cette question, elle porte sur des montants considérables et dans une époque qu'on connaît, donc je n'oublie rien de tout ça, mais la question se pose de la même façon dans les collectivités locales, lorsqu'il y a des droits pour les cantines, lorsqu'il y a des droits pour l'action sociale, des droits pour des aides, je ne sais pas, pour pouvoir bénéficier d'écoles de musique à coût réduit. Vous avez les deux formules qui existent. C'est-à-dire la formule de ceux qui disent « il faut se déclarer pour y avoir droit » et la formule de ceux qui donnent le droit sous réserve de vérification. Donc on n'est pas aux mêmes échelles, j'en suis bien conscient, on n'est pas sur les mêmes montants, j'en suis bien conscient, mais du point de vue du résultat de la loi de manière concrète pour nos concitoyens, je pense que ça sera un effet tout à fait bénéfique et je vous remercie. Merci à Claude Raynal qui du coup a réveillé
les collègues Yves Daudigny et Aline Archimbaud qui ont chacun une question à poser. Yves Daudigny. Merci Madame la Présidente. Non pas réveillé parce que je suis très attentive depuis le début. Je voudrais vous remercier Madame la Présidente de la Commission des Finances de nous avoir invités et remercier évidemment pour la qualité habituelle des exposés des intervenants que nous connaissons bien. Je vais être succinct. Vous avez, Monsieur le Président, de la 6e chambre, ça, de la Cour des comptes, souligner ce qui est certainement le problème essentiel mis en évidence par les exposés ce matin. Vous avez dit c'est une forme d'échec de l'assurance maladie obligatoire et je pense que l'on pourrait aller au-delà pour s'interroger sur la part respective de l'assurance maladie et des complémentaires, des organismes complémentaires dans le financement de la santé et sur le type de recettes permettant ces financements entre les cotisations sociales et les contributions qui ne sont pas fondées sur le travail, mais le débat dépasse bien sûr largement cette matinée. Moi, je voudrais dire, je vous remercie Madame la Présidente de me le permettre, une forme de malaise ressentie à cette question du contrôle des comptes bancaires. La mesure est bien sûr très spectaculaire, elle a été médiatisée, vous avez insisté les uns et les autres sur la portée limitée, 1000 contrôles si j'ai encore bien en tête. Or nous savons que les fraudes au niveau de la sécurité sociale, l'assurance maladie, c'est de l'ordre de 190 de 100 millions, je crois que c'est ça, et la part imputable aux assurés de l'ordre de moins de 20%. Et là, n'y a-t-il pas une stigmatisation sur les fraudes dues aux assurés ? Voilà, je voulais le dire. Sur les recours excessifs, c'est un vrai sujet. Question, est-ce que les médecins pourraient être associés à cette étude sur ces recours excessifs et éventuellement la lutte contre eux s'ils existent réellement. Puis dernière question, très vite, sur les appels d'offres de complémentaires santé, est-ce que l'on connaît aujourd'hui dans les réponses celles qui ont été retenues provenant des mutuelles, provenant des assurances privées ou provenant des instituts de prévoyance? Merci Aline Archimbaud et Charles Guenet ensuite. Madame la Présidente de la Commission des Finances, merci de nous avoir invités ce matin. Monsieur le Président de la 6e Chambre, Madame et Messieurs les directeurs généraux, merci de vos interventions que j'ai écoutées attentivement et qui sont de grande qualité. J'ai remis en septembre 2013 à Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, les conclusions d'une mission parlementaire sur l'accès aux soins des plus démunis et notamment on me demandait de chercher les causes et faire des propositions sur le non-recours. Non-recours, CMUC, ACS notamment. Et je constate que les chiffres sur lesquels nous travaillions à l'époque, enfin en 2013, les chiffres de non-recours sont plus faibles que ceux que vous donnez aujourd'hui. Donc en effet, il y a une augmentation tout à fait préoccupante du non-recours à la CMUC. On passe à 28 à 40%. On voit le nombre de personnes, de familles qui sont impliquées et affectées et les difficultés. Alors, Monsieur Revel a indiqué qu'une dynamique était en place et on s'en félicite bien sûr, à la fois pour simplifier les procédures, parce que nous avions constaté à l'époque quand même que certains dossiers de papier d'entrée dans la CMUC comportaient, c'est des directeurs de CPAM qui me les avaient montrés, plus de 60 pièces, voire 80 pièces papier. Donc il y a là, enfin effectivement, une complexité dans le parcours qui n'est pas accessible, enfin qui rend l'entrée dans l'ouverture des droits très difficile. Vous avez, il y a aussi d'autres solutions certainement à voir dans la mise en place d'un accompagnement personnel, dans la simplification et dans la connexion des fichiers. Ça a été évoqué par vous rapidement. On possède notamment, c'était une proposition qu'on faisait, la connexion attribution de l'ouverture des droits RSA socle, l'attribution de la CMUC, au moins pour quelques mois. Je crois que vous réfléchissez à cette question, sous réserve de vérification. C'est ce qui était évoqué par le collègue. Moi, j'aurais deux questions. La première, ne pensez-vous pas qu'il serait intéressant que la Cour des comptes fasse une étude sur le coût du non-recours? Beaucoup de médecins le reconnaissent, plus les soins sont tardifs, plus ils sont coûteux, donc plus ils coûtent aux finances publiques. Ne serait-il pas intéressant de calculer ce coût? Y avez-vous songé? C'est ma première question, sachant que François Gérec, quand il est venu dans la Commission des Affaires sociales, nous avait expliqué que par ailleurs, les économies, entre guillemets, faites
parce que certains droits donc n'ont pas pu être ouverts était importante. De mémoire, il avait avancé le chiffre, je crois, de 6 milliards. Mais le coût du non-recours, je pense que pour le débat au Parlement et le débat démocratique, ce serait intéressant pour éclairer ce débat. Et ma deuxième question, vous avez évoqué, Monsieur le Président, le risque de surconsommation. Je suppose que vous appuyez sur des études. Quelles sont-elles et que pensez-vous de l'étude qui a été rendue publique, je crois, en octobre 2013 par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique, qui était une étude intéressante sur le gisement moins de maladies. Et qui comparait donc la situation de personnes ayant ouvert les droits à la CMU-C et d'autres ayant à peu près le même revenu, ils n'ont pas ouvert, au bout d'un an, alors il y a sans doute un rattrapage, vous l'évoquiez à faire, mais au bout d'un an, objectivement, en moyenne, il y avait moins de dépenses de santé pour les personnes qui avaient ouvert les droits à la CMU-C. Ce qui, je ne sais pas, enfin, l'interprétation qu'on pourrait en faire, il faudra sans doute faire d'autres études, les actualiser, c'est que l'accès à des soins réguliers et à des parcours de prévention peuvent permettre de diminuer la gravité des maladies et donc être très bénéfiques aussi pour les finances publiques. Archambault, Charles Guenet, notre dernière intervenante ce matin. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, je voudrais dire aussi mon intérêt pour cette communication et le débat qui s'en est suivi, surtout pour des gens qui ne sont pas forcément familiers avec le sujet. Simplement, je souhaiterais poser une question de fiscaliste à la suite de ce qu'a dit Monsieur Dodani et ce qui nous a été dit tout à l'heure au niveau des dons des familles, je veux dire, et de la prise en compte au niveau des ressources. Alors, il m'a été posé une question à laquelle je n'ai pas été capable de répondre. Je conçois tout à fait que les dons des familles, au titre de ce qui est déduit de l'IRPP pour la personne qui le fait, soient intégrés, mais quid des sommes qui pourraient être versées dans le cadre des successions, des exonérations de succession, et qui ne font pas l'objet d'une déduction d'IRPP. Alors, est-ce que vous considérez que ça rentre ou ça ne rentre pas, ou est-ce que vous en vérifiez l'utilisation, si c'est une utilisation qui est mise en capital ou qui est utilisée à des fins? Voilà, c'est une petite question de fiscaliste. Merci. Je vais donc donner la parole pour quelques réponses à la diversité de ces questions. Si vous en êtes d'accord, je commencerai par Vincent Beaugrand, et puis M. Fatom, M. Revel, Mme Bocognano, pour laisser la conclusion à la Cour et donc à M. Antoine Durelman. M. Beaugrand. Merci. Sur les inégalités territoriales, effectivement, il y a quand même une forte corrélation entre pauvreté du territoire et recours à la CMU-C et à la CS. Néanmoins, cette corrélation n'est pas à 100%, c'est-à-dire on n'explique pas 100% de la variance par cette inégalité territoriale. Enfin, il n'y a pas une corrélation à 100% entre la pauvreté et le recours, même si, vous savez, les DOM sont à plus de 30% de CMU-C, si la Seine-Saint-Denis, si le PACA, etc. sont effectivement plus concernés. Donc effectivement, il y a une action locale qui a un enjeu et qui peut modifier les choses et modifie les taux de recours. Ça a été mis en évidence par un certain nombre de statistiques dans le rapport. Sélection, alors évidemment, quels sont les déterminants finalement du recours aux soins au niveau local? Effectivement, il y a des questions d'action des caisses primaires d'assurance maladie et tout ce qui nous a été présenté, c'est-à-dire le renforcement de la campagne nationale de lutte contre le non-recours à travers le plan Planir va homogénéiser effectivement les réponses locales des caisses. Il n'y a pas que la CNAM, hein, évidemment, vous le savez, il y a aussi le RSI, la MSA qui, elles aussi, ont des actions positives de rendez-vous des droits et autres qui peuvent avoir des impacts en matière de recours sur certains territoires. Il y a aussi l'action des autres partenaires, c'est-à-dire que pour aller vers le droit, il y a l'accompagnement vers le droit et là où les CCAS, par exemple, ont une action spécifique sur l'accompagnement vers le droit en santé, il y a des niveaux de recours et elles se mettent bien plus en relation avec les CEPAM, par exemple, et puis on augmente des taux de recours. Donc au-delà des acteurs de l'assurance maladie, il y a aussi les acteurs territoriaux, les collectivités locales, il y a aussi les autres caisses, hein, comme les caisses d'allocation familiale, qui elles aussi s'investissent plus ou moins. Tout ça c'est au niveau national.
national en facteur d'homogénéisation, mais donc il y a effectivement des éléments locaux qui peuvent expliquer certaines divergences de taux de recours en fonction et de corrélation avec la pauvreté. Sur la question du contrôle renforcé qui était posée en matière de dépenses de santé pour vérifier qu'il n'y a pas de surconsommation, le fonds CMU en tant que tel ne fait pas, on est dit ça, on ne fait pas de la vérification évidemment du recours aux soins et de l'effectivité du recours aux soins. Ça c'est le rôle des caisses qui contrôlent, comme tout autre assuré, la pertinence et la réalité du contrôle aux soins. Il y a d'autres indicateurs que j'ai pas cités qui montrent que quand même on est plutôt dans des situations qui sont assez favorables. Par exemple, le taux de choix d'un médecin référent est un tout petit peu supérieur, on est à 92 et quelques % au taux moyen de la population française. Donc le choix effectivement d'un médecin traitant, pardon, je dis un médecin référent, le choix d'un médecin traitant qui assure notamment normalement une bonne coordination, une bonne entrée, un bon suivi dans le système de soins est plutôt bien mis en œuvre côté CMU-C. Évidemment, les études qui sont menées d'un côté par la CNAM, de l'autre côté l'adresse aussi, la direction des études du ministère, a un travail sur le sujet de manière récurrente et qui va aussi sortir cet été, donne des réponses qui sont plutôt rassurantes sur ce côté-là, mais on renforce notre vigilance et on veille à ce que toutes ces études puissent se dérouler dans la meilleure des situations pour répondre à cette question et confirmer qu'il n'y a pas de surconsommation des soins. Sur la question liée au tiers payant, l'objectif de la CMU-C étant de lever toutes les barrières d'accès aux soins, l'avance de frais pour des personnes qui sont à ces niveaux de revenus, je rappelle 720 € pour une personne seule de revenus mensuels, tout intégré, y compris donc l'ensemble des ressources, c'est quand même des revenus des niveaux très faibles de revenus. Donc faire l'avance d'une consultation chez un médecin, ça a été considéré à l'époque comme effectivement une possibilité de renoncement aux soins. Donc de fait, le tiers payant lève cette barrière-là. Donc après, ça permet donc d'accéder au système de soins et donc dans ce cas-là, il n'y a aucun débat sur le sujet que c'est un facteur favorable d'accès aux soins. Après la surconsommation, comme je dis, on n'a pas l'étude qui permet de démontrer absolument que ça l'est, mais on a tous les indicateurs et tous les indices qui nous paraissent plutôt rassurants sur ce sujet. Merci, Monsieur Faton. Merci, Madame la Présidente. Peut-être sur la base ressources et les questions de simplification que le rapporteur général a évoquées, je crois que finalement l'alternative, elle est quelque part assez simple, même si elle est compliquée à mettre en œuvre. Soit nous prenons des bases ressources qui sont des bases ressources fiscales, méritent de la simplicité, grosse difficulté qui est leur caractère daté, N-1, voire N-2, selon la période de l'année dans laquelle nous sommes. Et le choix historique qui a été celui de la CMU-C, qui d'ailleurs été également celui du RSA-SOC, c'est le coller au plus possible à la situation de l'assuré au moment où il fait sa déclaration pour pouvoir effectivement ouvrir un droit qui correspond à la situation financière dans laquelle la personne est. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons travaillé historiquement avec l'assurance maladie pour essayer de voir si nous pouvions simplifier le dispositif. Il y a une vraie question, qui me semble-t-il est une question politique au bon sens du terme, qui est est-ce que nous assumerions finalement de nous décoller un peu par rapport à la situation effective de la personne au moment où elle est. C'est ce que nous faisons dans d'autres domaines. Nous acceptons cela pour des prestations, par exemple, sur les allocations logement. Voilà, pour la CMU-C comme pour le RSA, ces prestations sont construites historiquement comme étant le plus possible collées sur la situation, donc une déclaration de ressources sur les 12 derniers mois. Ce qui est vrai, du coup, génère en effet un nombre important de pièces justificatives à donner. Jusque-là, nous n'avons pas, je dirais, franchi le cap. Nous poursuivons néanmoins les travaux techniques avec l'assurance maladie pour réfléchir, parce que le problème qui nous était posé, il est bien réel. Ça crée une complexité importante pour les assurés concernés. Néanmoins, voilà, je voulais essayer de resituer un peu l'alternative qui nous est posée. Sur les prévisions, je ne reviens pas forcément dans le détail, mais le sénateur Van Lerberg l'a réévoqué. Peut-être juste une précision. Nous ne prenons pas d'hypothèse de taux de recours stable. Nous prenons dans nos hypothèses une augmentation du taux de recours. Donc nous intégrons un effet de nos mesures, puisque nous y croyons et nous pensons que ça va produire ces effets. Ceci étant dit, nous pensons que ces effets vont être progressifs. Voilà, vous venez de suivre l'audition par la Commission des finances de tous les acteurs du dossier de la CMU, la couverture maladie universelle. Les sénateurs ont entendu le président de la 6e chambre de la Cour des comptes, Antoine Burlement, ainsi que le directeur du fonds CMU, de la Caisse nationale d'assurance maladie ou encore de la sécurité sociale au ministère du Travail. Une audition dans un contexte plutôt accablant
pour le recours à la couverture maladie universelle, puisqu'en 15 ans d'existence, il n'y a jamais eu de véritable contrôle, selon les sages de la rue Cambon, sur ce dispositif, un dispositif qui concerne 5 200 000 personnes en France. Vous pouvez toujours voir et revoir cette audition et toutes les autres sur notre site publicsénat.fr. Quant à moi, j'ai le plaisir de vous retrouver cet après-midi à 16h35 pour une nouvelle plage de travaux parlementaires. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.